Pour débuter cette nouvelle immersion au cœur des idées qui façonnent notre époque, il suffit de se replonger un instant dans un sentiment très particulier. Hmm, une sensation que la Terre entière a partagée il y a quelques années. Ouais, une sensation d'incrédulité totale. Du jour au lendemain, les avenues les plus bouillonnantes de la planète se sont vidées. Les ciels se sont purgés de leurs avions, oui. Exactement. Et le bourdonnement perpétuel de l'industrie s'est tu. Aujourd'hui, la mission de cette exploration, c'est de décortiquer un ouvrage absolument brillant qui radiographie notre monde moderne. Pour comprendre ce moment de bascule sous un angle totalement inédit, je suis vraiment ravie qu'on aborde ce texte. Moi aussi, je suis ravi. L'objectif, c'est d'analyser avec précision comment et pourquoi la machine économique mondiale, cette force titanesque qu'on pensait littéralement inarrêtable, a pu s'enrayer de la sorte. C'est une plongée qui est vraiment pensée pour quiconque désire comprendre les rouages invisibles de notre société. Et ça, sans jargon, mais avec la promesse de véritables moments de révélation. La problématique de départ, en fait, elle a de quoi donner le vertige. Comment une simple anomalie biologique, un organisme invisible à l'œil nu, a-t-il pu forcer l'arrêt total du capitalisme mondial? C'est fou quand on y pense. C'est la grande question qui redéfinit notre époque. Et pour y répondre, l'auteur explique qu'il faut d'abord poser un regard neuf sur ce qui s'est réellement passé. Ouais, parce que l'année 2020, ça ne se résume pas du tout à une urgence sanitaire inédite qui serait venue percuter un monde en parfaite santé. Pas du tout, non. L'analyse démontre qu'il s'agissait plutôt d'une crise totale de l'ère moderne. L'approche essentielle de ce livre, c'est de cesser de voir l'économie comme une entité abstraite. Une sorte de nuage de chiffres flottant au-dessus du monde réel. Exactement. En vérité, l'économie est un système profondément, organiquement interconnecté à la nature d'un côté et au rapport de force politique de l'autre. Donc, le virus n'a pas créé la fragilité du monde. Non. Il a agi comme un révélateur brutal. Il a mis en lumière que notre système n'était pas une forteresse imprenable, Mais plutôt un réseau hyper tendu. totalement dépendant de la stabilité de son environnement biologique. Bon, décortiquons tout ça, parce qu'il y a un mythe tenace qu'il faut absolument déconstruire dès le départ. Le fameux mythe du cygne noir. C'est ça. On entend souvent dire que ce choc était un signe noir. Autrement dit, un événement totalement imprévisible, sorti de nulle part. Une météorite face à laquelle l'humanité ne pouvait strictement rien faire. Ouais, mais l'analyse balaye cette idée pour parler d'un rhinocéros gris. C'est une image tellement frappante, une menace gigantesque, parfaitement visible, qui charge droit sur nous au milieu de la savane. Mais si ce rhinocéros gris était si visible, si des légions d'épidémiologistes le pointaient du doigt depuis des années, comment expliquer qu'aucune grande puissance n'était véritablement préparée? De Washington à Pékin en passant par Bruxelles, personne n'était prêt. La réponse se trouve dans l'état de distraction et de tension extrême du monde juste avant le choc. Le livre appelle ça la polycrise. La polycrise, c'est-à-dire. En fait, quand la menace biologique a commencé à se profiler à la fin de l'année 2019, elle ne s'est pas invitée dans un monde apaisé. Loin de là. Elle s'est insérée dans un contexte déjà au bord de l'explosion. L'économie mondiale pliée sous le poids de montagnes de dettes accumulées depuis la crise de 2008, Sans parler des tensions géopolitiques. qui étaient à leur paroxysme. Les États-Unis et la Chine étaient enlisés dans une nouvelle guerre froide, faite de barrières douanières et de méfiance technologique. Et en Europe, on avait le feuilleton interminable du Brexit qui générait une incertitude paralysante. Tout à fait. Et c'est là que l'analyse cite une mise en garde fascinante d'un cadre du Parti communiste chinois, Chen Yixin. Ah oui, ce passage est incroyable. Dès 2019, bien avant la tempête, il expliquait que dans notre monde hyper connecté, les risques ne font pas que s'additionner sagement. Et ne se multiplient, c'est ça. Il parlait d'un effet de loupe, si je me souviens bien. Concrètement, ça veut dire quoi dans le contexte de cette époque? Imaginez les chaînes d'approvisionnement mondiales comme un immense système nerveux. Avec la guerre commerciale sino-américaine, ce système nerveux était déjà à vif. Les entreprises tentaient de réorganiser leurs usines à la hâte pour éviter les taxes. Et la production fonctionnait à flux tendu, sans aucun stock de sécurité pour maximiser les profits. L'effet de loupe, c'est quand un choc local rencontre ce système nerveux à bout de nerfs. Par exemple, la fermeture d'une province industrielle en Asie. Exactement. Une usine de composants électroniques ou de masques chirurgicaux s'arrête et immédiatement, c'est toute la chaîne de montage en Allemagne ou aux États-Unis qui se fige quelques jours plus tard. Donc, la polycrise, c'est cette convergence de vulnérabilité économique, politique et logistique. Qui a transformé un problème sanitaire régional en une paralysie mondiale absolue.
Le rhinocéros gris a simplement percuté un château de cartes. Ce qui change complètement la lecture de la suite des événements, du coup. Et d'ailleurs, il y a une différence de vocabulaire dans cet ouvrage qui modifie radicalement notre perception de l'histoire. La distinction entre confinement et mise à l'arrêt, Ouais. On a passé des années à utiliser le mot confinement. C'est un terme très lourd. qui sous-entend une contrainte venant d'en haut. L'État, la police, les décrets qui forcent une population récalcitrante à rester cloîtrée. Or, la véritable dynamique décrite par l'auteur, c'est celle de l'arrêt ou de la mise à l'arrêt. Et c'est très différent, car cela suggère un mouvement collectif, presque instinctif. C'est une nuance fondamentale pour comprendre la mécanique du crash, non? Mais absolument. L'effondrement économique n'a pas attendu sagement les discours martiaux des chefs d'État ou les lois d'urgence. La chronologie réelle est beaucoup plus chaotique et organique. Bien avant que la loi n'oblige qui que ce soit à rester chez soi, la machine s'enrayait déjà par le bas. Regardez les marchés financiers. Dès la fin du mois de février, les investisseurs ont commencé à liquider leur portefeuille dans un mouvement de panique monumental. Et dans l'économie réelle, c'était la même chose. Si on repense à cette période flottante de fin février, début mars, Oui, on s'en souvient tous. ce sont de grandes entreprises technologiques qui ont les premières dit à leurs employés de ne plus venir au bureau. Ce sont des ligues sportives professionnelles, comme la NBA, qui ont annulé des matchs en direct à la télévision. Créant une onde de choc psychologique gigantesque. Et les compagnies aériennes clouaient leurs avions au sol parce que les voyageurs annulaient massivement leurs billets. Ils étaient terrorisés par ce qu'ils voyaient aux informations. Exactement. Le livre donne un exemple industriel frappant au Bangladesh, je crois. Oui, les immenses usines de l'industrie textile ont vu leurs commandes occidentales s'évaporer en quelques jours. Les ouvriers ont été renvoyés chez eux bien avant la moindre directive de santé publique de leur gouvernement. L'arrêt a été une décision de survie motivée par la perception grandissante d'un risque mortel. C'est la peur, et non la loi, qui a vidé les restaurants, les centres commerciaux et les aéroports. Et ça, c'est une idée qui permet de faire voler en éclats un débat qu'on a entendu tourner en boucle sur tous les plateaux de télévision. L'idée qu'il fallait choisir entre sauver l'économie ou sauver la santé. Voilà. Comme si l'économie était une entité abstraite, un tableau de bord avec un bouton on et off, totalement déconnecté de la chair et du sang. Comment ce livre démonte-t-il cette fausse dichotomie ? Il la démonte en rappelant une vérité physique très simple, l'économie ce n'est pas un concept éthéré. C'est-à-dire ? L'économie c'est l'ensemble des corps humains qui se déplacent, qui interagissent, qui se parlent, qui respirent le même air. Dans des entrepôts, des supermarchés, des bureaux ou des rames de métro ? C'est ça, si ces mêmes corps sont menacés par un agent pathogène, ou s'ils sont terrorisés à l'idée de tomber malade, l'interaction s'arrête. Et si l'interaction s'arrête, la consommation s'effondre et la production devient impossible. Tenter de maintenir l'économie ouverte tout en laissant circuler un virus inconnu dans la force de travail, c'était une illusion théorique. Sans confiance et sans sécurité physique, le capitalisme de consommation ne peut tout simplement pas exister. Donc l'économie réelle se fige d'elle-même de manière organique. Mais les marchés financiers, eux, ne se sont pas contentés de faire une pause. Ah non, ils ont frôlé l'arrêt cardiaque total. Plongeons un instant dans ce mois de mars, car c'est sans doute l'un des passages les plus fascinants de cet ouvrage. On a beaucoup comparé cela à la crise de 2008, mais les mécanismes étaient très différents. L'analyse décrit une chute libre d'une violence inouïe, au point que la fondation même du système financier mondial a commencé à se fissurer. Je parle ici du marché des bons du trésor américain. Pour poser le décor, on considère habituellement ces bons comme l'actif le plus sûr de l'univers, la brique de base sur laquelle tout le reste repose, n'est-ce pas Evelyne ? C'est la référence absolue. Le bon du trésor américain, c'est la dette émise par le gouvernement des États-Unis. Dans le monde financier, c'est l'équivalent de l'argent comptant. Le placement sans risque par excellence. Oui, c'est ce qui sert de garantie pour des milliers de milliards de dollars de transactions quotidiennes. Or, pendant quelques jours terrifiants en mars, ce marché, censé être le plus profond et le plus liquide au monde, s'est grippé. Plus personne ne voulait acheter de bons du trésor, mais pourquoi Evelyne ? C'est paradoxal, oui. Bah oui, si c'est l'actif le plus sûr en pleine période de panique absolue, on devrait tous se ruer dessus, non ? Qu'est-ce qui a poussé les investisseurs à jeter cette valeur refuge par les fenêtres ? C'est ce qu'on appelle, dans le jargon technique, la ruée vers la liquidité ou le dash for cash en anglais. La ruée vers l'argent liquide ? La panique était d'une telle ampleur que les acteurs financiers des gigantesques fonds d'investissement aux entreprises multinationales ont anticipé un besoin massif et immédiat d'argent frais. Ils devaient payer leurs créanciers ? Couvrir des pertes colossales sur d'autres marchés ou simplement s'assurer de pouvoir payer les salaires de millions d'employés alors que les revenus tombaient soudainement à zéro.
Pour obtenir cet argent liquide, ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient. Y compris l'or, y compris les fameux bons du Trésor américain. Quand tout le monde vend en même temps et qu'il n'y a plus aucun acheteur en face, le prix s'effondre. Et le marché gèle. Exactement. Si ce marché de la dette souveraine américaine avait véritablement craqué, c'est l'intégralité du système de crédit mondial qui aurait été désintégré en quelques heures. Les entreprises n'auraient plus emprunter pour le quotidien. Les distributeurs de billets auraient pu cesser de fonctionner. Le gouffre était grand ouvert. C'est le moment précis où les banques centrales entrent en scène avec la Réserve fédérale américaine en chef d'orchestre. Et la réaction a été ahurissante. On parle souvent de la formule magique du « quoi qu'il en coûte », mais l'ampleur de ce qui s'est passé dépasse l'entendement. C'est là que l'orthodoxie économique vole en éclats. Les dogmes que l'on nous répète depuis des décennies. Faisons un pas de côté. Pendant 40 ans, le discours dominant martelait qu'il n'y avait pas d'argent magique, qu'il fallait réduire les déficits, appliquer l'austérité et surtout laisser les marchés s'autoréguler. Et soudain, en l'espace d'un week-end, tout ce logiciel a été jeté à la corbeille. C'est l'une des leçons macroéconomiques les plus spectaculaires de notre temps. Face au spectre de l'anéantissement financier, qu'est-ce qui s'est passé, Evelyne ? La Réserve fédérale, suivie par la Banque centrale européenne et d'autres institutions, a ouvert les vannes de la création monétaire à une échelle qui défie l'imagination. On parle de milliers de milliards de dollars injectés en quelques semaines. Des milliers de milliards. Et surtout, les banques centrales ont franchi des lignes rouges historiques. Oui, la Fed ne s'est pas contentée de racheter la dette de l'État américain. Elle a commencé à racheter la dette d'entreprises privées, voire d'États locaux. Elle s'est substituée littéralement aux investisseurs défaillants. Elle est devenue l'acheteur en dernier ressort pour le monde entier. Ce qui est fascinant dans cette analyse, c'est la fusion qui s'est opérée au sommet du pouvoir. Une symbiose inédite. On nous a toujours enseigné la séparation stricte des pouvoirs économiques. D'un côté, la banque centrale indépendante, qui gère la monnaie, et de l'autre, le gouvernement politique qui gère le budget de la nation. Souvent contraint par des règles de rigueur très strictes. Mais face à la paralysie de la société, ce mur de séparation s'est évaporé. Totalement évaporé. C'est l'émergence d'une coopération inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Les gouvernements ont commencé à émettre des niveaux de dette astronomiques pour financer des filets de sécurité sociaux colossaux, Le chômage partiel en Europe, l'envoi direct de chèques aux citoyens aux États-Unis. des prêts garantis pour sauver les petites entreprises, et en face, les banques centrales créaient l'argent frais nécessaire pour absorber immédiatement cette nouvelle dette. Ce n'était plus le marché qui dictait sa loi à l'État. C'était l'État et la Banque centrale agissant de concert qui prenaient le contrôle absolu de la machine pour la mettre sous perfusion. L'idée même que le marché libre pouvait s'autoréguler et allouer efficacement les ressources face à un choc systémique a été invalidée par la pratique. Sans cette intervention étatique massive, le capitalisme tel que nous le connaissons aurait tout simplement sombré. Ce qui nous amène à prendre un peu de hauteur. Si on dézoome de ces milliards de dollars et de cette ingénierie financière, quelle est la grande leçon pratique que l'on peut tirer de ce crash test grandeur nature ? Elle est immense pour toute personne qui s'intéresse à la politique ou à l'avenir de notre modèle de société. La démonstration est vertigineuse. Les règles économiques, celles qu'on présente souvent comme des lois de la physique immuables, sont en fait d'une flexibilité absolue dès lors que la survie du système est menacée. La grande révélation politique de cette période, c'est de prouver que l'impuissance des États face aux crises n'est pas une fatalité technique, c'est un choix politique. L'analyse démontre de manière implacable que les gouvernements modernes possèdent, dans les faits, l'architecture institutionnelle et la puissance de feu financière pour figer l'économie. Pour réorienter les ressources et protéger les populations face à une menace existentielle. Ils ont la capacité de décréter un gel, d'assumer les pertes et de redémarrer la machine. Exactement. Quand un décideur politique affirme face à un problème social profond qu'il n'y a pas d'alternative ou que les marchés ne le permettront pas, le livre montre que la période de 2020 prouve que c'est faux. L'argent est là, les mécanismes existent. Ce qui fait défaut dans les crises ordinaires, ce n'est pas le moyen de réagir, c'est le consensus social et la volonté politique d'appuyer sur le bouton. Et c'est une prise de conscience qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste. L'exploration de ces événements nous pousse à regarder la place de l'humanité sur la planète d'une manière radicalement nouvelle. Oui, le concept qui ressort avec une force particulière dans l'ouvrage, c'est celui de l'anthropocène. L'Anthropocène, on définit généralement ça comme cette nouvelle époque géologique où l'activité humaine, l'industrialisation, la déforestation est devenue la principale force qui modifie la Terre. C'est bien ça. Mais comment ce concept se relie-t-il directement aux turbulences économiques que l'on vient de décrire ? Le lien est direct et brutal. La théorie qui sous-tend cette analyse s'appuie sur ce que les sociologues appelaient la société du risque.
Pendant des décennies de mondialisation heureuse, nous avons cru pouvoir construire un modèle de croissance infinie en externalisant tous les risques. Nous avons repoussé les frontières naturelles, multiplié les interactions entre la faune sauvage et des chaînes agricoles hypertensifiées. Tout en pensant que les conséquences de ce déséquilibre resteraient confinées à la périphérie du monde. C'est ce que l'auteur appelle une forme d'irresponsabilité organisée. La croyance arrogante que l'ingénierie financière et la technologie nous protégeaient des lois de la nature. Et ce qui s'est produit, c'est le retour de bâton de l'Anthropocène. La biologie a rappelé à la finance qu'elle restait le maître absolu du jeu. L'activité humaine a généré une mutation environnementale qui est venue paralyser l'activité humaine en retour. C'est ce qui rend la lecture de cet ouvrage si cruciale et si vibrante. Il ne s'agit pas de regarder en arrière pour simplement lister les dates d'une pandémie. Non, il s'agit d'observer presque à cœur ouvert les mécanismes du pouvoir, la réalité de l'argent et la fragilité de notre hyperconnexion. On y découvre comment le vernis d'une économie prétendument détachée des contraintes terrestres s'est brisé contre une réalité biologique incontestable. C'est une réflexion qui transmet une véritable urgence intellectuelle. Ça donne irrésistiblement envie de creuser encore plus loin, de lire le texte en entier pour comprendre comment ces milliers de milliards injectés redessinent les rapports de force géopolitiques d'aujourd'hui. Et comment les travailleurs ont vécu ce bouleversement monumental depuis la base. C'est l'histoire de notre présent, écrite avec une lucidité chirurgicale. Et si l'on prolonge cette lucidité jusqu'à son point ultime, on aboutit à une question finale. Une réflexion qui ouvre de toute autre perspective. Une perspective assez vertigineuse, en effet. Nous avons vu que, confrontés au bord du gouffre, les États ont su mobiliser des ressources infinies, fusionner leurs institutions et imposer des arrêts colossaux à la société. Le tout en un espace de quelques jours, sous la pression de l'urgence. La survie du système a pris le pas sur toutes les règles préétablies. Mais une telle puissance d'action centralisée a de quoi fasciner autant qu'inquiéter. C'est la grande question pour la suite. Si les gouvernements sont capables de suspendre le cours normal du capitalisme et de redéfinir le contrat social en un seul week-end, sans véritable délibération parlementaire approfondie, Qu'est-ce que cela annonce pour nos institutions démocratiques ? à l'avenir, face au choc écologique et systémique inévitable que l'Anthropocène nous réserve, le pouvoir se mettra-t-il systématiquement en mode urgence suprême ? La question qui se pose désormais est de savoir si nos démocraties peuvent survivre à ces interventions massives à répétition. Ou si la gestion de crise perpétuelle va devenir le nouveau mode de gouvernement normal ? Une perspective qui invite, en effet, à regarder la moindre de nos actualités économiques et politiques avec une attention redoublée. Ça laisse songeur quant à la capacité de nos sociétés à trouver un équilibre entre action d'urgence et transparence démocratique. De quoi nourrir de longues et intenses réflexions personnelles sur le monde qui se dessine devant nous. Merci d'avoir apporté votre éclairage pour décrypter les grandes dynamiques de cet ouvrage décisif et à très bientôt pour continuer à explorer les idées qui bousculent nos certitudes.